Chaque semaine, nous interviewons un ancien salarié pour discuter de l'expérience du salariat, de l'entrepreneuriat et de son mindset, de la création de revenus automatiques et de ses obstacles, et de la quête de la liberté financière. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Son nom est Valentin, il n'a que 24 ans et pourtant, son parcours est déjà riche et inspirant. Ayant collaboré pour des entreprises d'envergure mondiale comme Airbus, Boeing, BMW ou Lamborghini, des boîtes réputées pour leur excellence et leur prestige, Valentin a décidé de quitter le salariat pour devenir entrepreneur. Pourquoi a-t-il pris cette voie audacieuse? C'est ce que nous découvrirons ensemble aujourd'hui. Valentin nous livrera ses expériences, les bons et les mauvais côtés de son ancienne vie de salarié et de comment il a réussi à se libérer pour poursuivre ses propres rêves. Il nous parlera de ses projets actuels, de ses investissements et de comment il utilise son passé et ses expériences pour sculpter son avenir. Dans ce voyage personnel, il nous partagera ses moments de lutte contre la peur de l'échec, un sentiment omniprésent dans le parcours d'un entrepreneur. Il révélera également comment un traumatisme d'enfance a façonné sa perception de la vie et comment il l'a utilisé comme une plateforme pour grandir et apprendre. Nous explorerons également l'impact transformateur de l'entrepreneuriat sur sa philosophie de vie. Et pour couronner le tout, Valentin nous fera découvrir deux techniques puissantes qui l'ont aidé à surmonter ses peurs et à se connaître lui-même. L'effet Pygmalion et la technique des 8 pourquoi. Alors préparez-vous à une discussion inspirante et authentique. Faites-vous une bonne tasse de café ou de thé, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans le voyage de Valentin, du salariat à l'entrepreneuriat, à travers les ombres de la peur et vers la lumière de la liberté. Donc Valentin, raconte-nous ton ou tes expériences salariées qui se sont mal passées pour un petit peu plus comprendre ton parcours. Pas de souci, Jeanne. Je vais parler de deux expériences surtout. Ma première expérience en alternance, où là j'étais dans une usine de production textile. On fabriquait des morceaux en carbone pour Boeing par exemple, ou Airbus et BMW. Et cette expérience, en fait, de manière générale, elle s'est hyper bien passée durant ces 2 années. Au début, j'étais en réalité hyper stressé parce que c'était ma réelle première expérience dans le sens, c'était pas des stages, mais réellement un contrat, une alternance. Et je me suis dit, ok, j'ai aucune compétence, aucune connaissance dans ce domaine. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quelle va être ma valeur ajoutée? Et en fait, durant ces 2 années, j'ai eu la chance de tomber au sein d'une équipe et même d'une usine, d'un groupe hyper sympathique et qui m'ont en fait m'aider à gagner confiance en moi et à acquérir des compétences. Et je devais même rester avec eux, sauf qu'il y a eu le Covid qui est arrivé. Et le groupe, question financière et économique, ont décidé de couper les intérimaires et en même temps les prochains contrats d'alternance. Et je me suis retrouvé en fait bec sous l'eau, sans école et sans entreprise pour l'année prochaine parce que le temps que je trouve un nouveau patron, l'école n'avait plus de place. Donc tu as eu une première bonne expérience finalement, salarié. C'est ça, j'ai eu une première bonne expérience. Par contre, à la fin de l'expérience, en fait, je l'ai totalement subi. Et là, c'était vraiment une question de gestion émotionnelle et sentimentale. C'est que derrière, je me suis retrouvé bec sous l'eau, perte de sens, je ne savais plus qu'est-ce que je voulais faire. Et j'ai mis 2 mois et demi à pouvoir me relancer et me dire, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. J'ai perdu confiance en moi, alors on va se challenger et on va faire autre chose pour découvrir qu'est-ce qui pourrait me plaire ou qu'est-ce qui ne pourrait pas me plaire. Je savais plus qu'est-ce qui me plaisait pas que ce qui me plaisait. Qu'est-ce qui t'a fait passer de justement cet état où tu aimes ton expérience, tu apprends, tout va bien, et ce moment où tu dis je sais plus du tout ce que je veux faire, je me sens plus bien dans la boîte, j'ai un problème de gestion émotionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à l'instant, c'était mars, je crois, 2020 à peu près. À l'instant où j'ai su que je pouvais pas continuer avec eux, il y a eu comme une fin du monde en moi qui s'est provoquée, où je me suis tellement posé à me dire, sécurité, je sais où je vais aller. Je me sentais enfin avoir une vision claire. Et là, en fait, du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Et après ça, étant moi-même quelqu'un à cette époque qui manquait confiance en moi et qui communiquait pas, ou très peu, en fait, je me suis renfermé sur moi-même et j'ai pas communiqué en fait aux autres. Qu'est-ce que je ressentais? Je pense que les autres le savaient, mais même moi, en fait, je savais pas qu'est-ce que je voulais, comment je me sentais à ce moment-là, et je me suis, en fait, moi-même entraîné, dépression, si on peut dire ça. Ok, et après, tu as enchaîné sur une deuxième expérience, c'est ça? Pas enchaîné directement, j'ai eu une année on va dire un peu de trou, où je n'avais pas d'école, pas trop, mais je faisais plein d'expériences pour essayer de trouver quelque chose qui me plaisait. Et la nouvelle expérience, cette fois en licence et en alternance, elle s'est réellement mal passée, mais du
début, on va dire, à la fin, où j'étais dans la prestation de nettoyage. Je passe du produit au service. Et prestation de nettoyage n'est pas quelque chose qui m'intéressait, mais je me suis dit, service, on découvre un nouveau monde, pourquoi pas. Ouais. Et dans le domaine de la qualité, toujours dans ce que je faisais. Et en fait, il y a eu tellement de turnover au sein des chefs d'équipe avec qui je collaborais. On était 4 ou 5 chefs d'équipe au sein de l'équipe en une seule année, en 10 mois même. Alors, on est passé de souvent à 3 chefs d'équipe, puis après 4, puis après 5. Et en fait, on a changé 4 fois de chef de secteur et d'équipe. Déjà que les tâches que j'avais étaient redondantes, en fait, c'était surtout l'administratif que je faisais. Et je voulais pas ça, je voulais résoudre des problèmes, proposer des solutions, et à chaque fois, c'était rejeté. Ou alors on disait, ah non, c'est pas le bon truc. Et moi, Trop de bureaucratie, en fait. Ouais, bureaucratie. Ok, ouais, et du Moi, coup, il y a ça besoin t'a enlevé le de- plaisir de vraiment avoir le sentiment du travail bien fait, d'avoir l'impression de servir à quelque chose, en fait. C'est ça, l'utilité, le sens, car je suis plutôt quelqu'un de spirituel que matériel, par exemple. Et si je ne trouve pas de sens, en fait, à quelque chose, en fait, je me sens mais profondément malheureux. Ouais. Et si on va dire, j'extrapole, mais c'est comme si on m'avait enlevé le pourquoi, le sens de Ouais. pourquoi le. Et c'est Et pour ça, d'ailleurs, la première expérience que tu as vécu ça aussi, parce que dès qu'on t'a dit, on peut pas te garder, tu vas partir, bah, tu as perdu le sens. En fait, j'ai dit, mais pourquoi je fais tout ça? À quoi bon travailler si je me garde pas, quoi? Je pense. Hein. Et tu vois, c'est une bonne analyse que tu viens de faire parce que je m'étais pas rendu compte pour la première expérience. Donc, c'est un bon partage. Mais c'est très clairement ça. Et du moment où, que ce soit même dans les relations amicales ou autres, en fait, si du jour au lendemain, on, on était une personne et une relation hyper amicale, et du jour au lendemain, ça communique plus, on comprend pas. Et je suis le genre de personne qui aime bien comprendre et aider les autres personnes. Et si l'autre freine, en fait, au bout d'un moment, je ressens comme un projet. Ouais. Et je me dis, ah, est-ce que c'est moi le fautif? Je comprends. Et du coup, alors ces deux expériences-là que tu as vécues, qu'est-ce qu'elles t'ont appris sur le salariat? Comment tu le vois aujourd'hui? Le salariat, pour moi, est une bonne solution pour apprendre et aussi gagner en confiance en soi d'un point de vue professionnel. Et même, on n'est pas obligé d'entreprendre. On peut rester salarié toute sa vie si c'est quelque chose qu'on a envie et qui, au plus profond de soi, nous correspond. Il y a des personnes qui vont entreprendre, d'autres qui vont être salariés et d'autres qui vont faire les deux en même temps. C'est vrai. Et on va dire en termes de souffrance, c'est que si on est une personne qui aime bien créer des choses ou qui est plutôt spontanée ou qui a envie de partager, mais en continu, qui a besoin de, on va dire, un peu voyager ou créer ou un peu même d'ingénierie, que le salariat, ça risque peut-être de nous faire souffrir plus que autre chose et que même si on a peur d'entreprendre, en fait, l'entrepreneuriat est peut-être la meilleure solution. Il n'y a pas de la meilleure solution, Exact. mais c'est une solution qui peut être vraiment possible. Et si on ne sent pas de se lancer directement dans le bas en quittant de tout, comme Joanne l'explique sur son site et ses vidéos, c'est de faire progressivement. Tout à fait. Si on aime bien écrire progressivement des articles de blog ou proposer des services de rédaction d'articles ou d'écrire des bouquins pour soi-même ou pour d'autres personnes, etc. Et faire progressivement. C'est petit, c'est ça. Il faut commencer Ouais. petit et il faut se tester parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas fait pour être salarié, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Je ne prône absolument pas un monde où tout le monde est libre financièrement et tout le monde est entrepreneur. Sinon, déjà, on va avoir un gros problème. Il va y avoir des métiers essentiels qui ne seront plus remplis, infirmiers, éboueurs, enfin, toutes ces choses-là qui sont essentielles à notre société. Donc, premièrement, c'est pas ce que je prône. Et deuxièmement, effectivement, tout le monde n'est pas fait pour être autonome. Voilà, il faut que ça soit en fonction de la personnalité qu'on a. Mais moi, par exemple, je sais pas toi, mais je sais que quand j'étais salarié, je me sentais vraiment mal dans le sens où je sentais que je ne supportais pas l'autorité d'un patron. J'avais envie de faire, j'étais un cavalier seul en fait. Moi, je travaillais seul, tu vois. Et surtout, j'avais besoin d'un sens, j'avais besoin de créer quelque chose, d'avoir l'impression de jouer à un jeu de construction, tu vois. Et sauf que le salariat, tu sais que du jour au lendemain, bam, on te vire. Le Covid en a été la meilleure preuve. Hein. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé ce business pendant le Covid. Et paradoxalement, c'est là où j'ai eu le plus d'arrivées dans mon audience. Parce que les gens ont compris qu'ils n'étaient pas en sécurité. Ils ont compris que... Ouais, c'est ça. Ils ont compris que ce qu'ils faisaient, c'était inutile parce que toutes ces années pour ça. Donc, il y a eu, au bout d'un moment, une remise en question. Tu vois, le sens, il a été là. Waouh, attends, je fais tout ça pour rien, en fait. La sécurité, elle n'existe pas vraiment. Et donc,
ça a conduit à beaucoup de personnes de se remettre en question. Mais il y a plein de gens aussi qui sont totalement contents d'être salariés et qui veulent le rester jusqu'à leur mort. Et c'est OK. Ouais, c'est OK. Et je vais prendre un exemple familial. Mon père, je sais qu'il est extrêmement compétent dans son domaine qui est plomberie, chauffagiste, etc. Mais si tu le mets en tant qu'indépendant ou patron, c'est la pagaille. Parce qu'il ne sait pas gérer ses finances, il ne sait pas manager, il est quelqu'un vraiment de très solitaire. Il aime bien que ça soit complètement cadré. Et s'il y a un petit paramètre qui change, c'est les styles en exagérant. Mais très clairement, si j'ai envie de dire, faut pas, c'est l'erreur que j'ai fait, faut pas rejeter le salariat en disant ah, le salariat c'est de la merde. Il faut se dire que le salariat est un moyen plutôt d'apprendre et de aller vers le but. Et que chaque petit échec est vraiment un moyen de se rapprocher vers la réussite. Et je rajouterais même, c'est aussi un bon moyen d'avoir de la sécurité à court terme financière. C'est-à-dire que si demain tu as une famille, tu as des enfants à nourrir et que tu veux quitter le salariat, je ne conseillerais jamais de tout lâcher et de prendre des risques pour sa famille. Le salariat, c'est un bon moyen d'assurer une sécurité financière à court terme. Alors évidemment, il y a une différence entre faire ça un an pour être la tête sous l'eau, hors de l'eau, pardon, plutôt que être là à crever la faim. Voilà. Donc, moi, j'encouragerais toujours des gens qui sont vraiment en galère, peut-être à prendre même un temps partiel pour pouvoir se nourrir et se loger, et à côté de ça, avoir un petit peu de temps pour créer leur projet et compagnie. Donc voilà, c'est pas noir ou blanc, t'as raison, c'est pas salariat ou rien d'autre, il y a toujours une nuance entre les deux. Alors, en fait, j'ai l'impression que, et on va en parler après, c'est que tu as un petit peu le mindset de l'entrepreneur, c'est-à-dire que tu as cette volonté de challenge, d'évolution. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Tu vois, l'entrepreneuriat, il y a des gens qui nous écoutent qui probablement ne sont pas faits pour ça parce que tout ce qui ne va pas dans le salariat, c'est quelque chose de technique, tu vois. Ça peut être un chef méchant, voilà, une mission qui se répète trop. Mais en réalité, quand on est comme toi, de ce que j'ai remarqué, parce que je suis un peu pareil, c'est qu'on ne se contente pas du salariat pour diverses raisons, mais souvent liées au fait que ça manque de challenge et on ne comprend pas pourquoi des choses qui nous paraissent logiques ne changent pas. Tu vois, parce que dans le salariat, on aime le statu quo. On aime les choses qui ne changent pas. On aime les choses carrées, qui restent. Peut-être qu'entre deux postes café, on prendra le temps de le faire, mais pas sûr. Voilà, on veut faire le moins d'efforts possible pour un minimum de résultats finalement, parce que c'est pas ton entreprise, tu t'en fous, tu es payé à la fin du mois de la même façon. Donc je pense que, tu vas me confirmer, mais c'est ça aussi qui te dérangeait, non? Cette mentalité. C'est ça, cette mentalité. Et même j'ai envie de parler plus, tu vois, de philosophie. Après, ça se rejoint. Mais pour donner un exemple plus personnel, c'est dans ma famille en général, bah, j'ai l'impression d'être littéralement seul. Quand je parle de je veux faire ceci, je veux faire cela, bah, je reçois tout le temps un jugement, une critique. Ou alors, par exemple, bah, normal, tes parents veulent te protéger, ils te disent ah, mais attention, il y a tel ou tel point, etc. Et en fait, ils voient que des problèmes. Depuis tout petit, j'entends problème, 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 problème. Jamais solution. Ou très peu de fois. Et c'est quelque chose qui me dérange. C'est, pour être transparent avec toi, quand quelqu'un me parle constamment de problèmes, je me dis, mais à quel moment il n'y a pas de solution? En fait, je n'arrive pas à comprendre les personnes à ce moment-là. C'est un petit problème de temps en temps. On a tous. Mais voir que des problèmes. En fait, tu veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du salariat, notamment voilà, qui n'y sont plus heureux, mais qui du coup s'en accommodent? Bah, accommodé ou que, tu vois, je remets plus en question le mode d'éducation qu'on a sur ce point-là. C'est que depuis tout petit, on nous apprend bah, réellement à trouver un emploi et non de créer son emploi. En dehors de, je sais pas, comme tu as fait pour toi, et c'est ce que j'essaye actuellement de faire, c'est de créer des revenus complémentaires et qui deviennent après bah, carrément des revenus passifs et autres. C'est ce que je fais avec l'investissement en bourse, notamment. Et on entend souvent, ah, je ne gagne pas assez d'argent. Moi, je me dis, ah, je ne gagne pas assez d'argent. Bah alors, c'est-à-dire, soit je dépense trop, soit il y a des dépenses inutiles, ou alors que je ne gagne pas assez. Et je cherche bah, à trouver des solutions, bah, comment réduire mes budgets, comment dépenser moins, minimaliste, par exemple, ou à négocier, par exemple, les contrats d'assurance auto. Chaque année, je le fais. Là, cette année, au lieu de payer plus cher, je paye moins cher que l'année dernière. Et c'est pareil pour l'investissement en bourse, bah, même si c'est que 1 ou 10 euros par mois, ou toujours plus.
Exact. Oui, en fait, tu as vraiment une mentalité entrepreneur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a une solution. Voilà. Tu gagnes pas assez d'argent, tu veux en créer plus. Contrairement à C'est un ça. salarié classique qui finalement, alors peut-être pas les gens qui nous écoutent, parce que les gens qui nous écoutent sont déjà dans une phase de Ouais, ça, conscience supérieure, mais on va dire que la plupart des gens, je gagne pas assez, bon, bah, je me plains. Et ça fait pas avancer, malheureusement. c'est pas avancé et je trouve c'est quelque chose qui est dans mon cadre familial, c'est j'entends constamment des plaintes. Et depuis tout petit, bah, je crois que c'est pour ça que j'ai un peu cette philosophie d'entrepreneur, si on peut dire ça, même si je n'ai pas encore réellement commencé, bah, c'est que quand j'entendais mes parents, ah, je suis en négatif ce mois-ci, bah, moi, inconsciemment, derrière, je recherchais pourquoi on peut être en négatif. Et petit à petit, bah, c'est venu où je me suis intéressé au sujet des finances personnelles, investissement et plein d'autres sujets. Et je propose de temps en temps des solutions à mes parents. Et directement, mes parents font non, je veux pas. Voilà. Ouais, mais attends, il y a ça. Il y a tout le temps des élections. Et c'est un frein, tu vois, qui est en moi personnel. Je me dis, ah, est-ce que je sais vendre? Est-ce que je sais communiquer correctement? Et c'est quelque chose aujourd'hui, tu vois, qui me bloque à entreprendre. Je le sais. Parce que j'ai tout le temps reçu un peu des objections. Donc, je me mets tout le temps en question et c'est quelque chose qui est en moi. Tellement que j'ai eu des rejets, en quelque sorte, bah, que je m'en mets constamment en question. Je cherche tout le temps à améliorer quelque chose. D'accord. Un truc qui m'a intéressé tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière. Tu me dis que donc enfin, justement, on a vu que tu avais fait plein d'expériences salariées, qu'il n'y en avait aucune qui t'avait vraiment convaincu. Et aujourd'hui, tu as l'air quand même un petit peu plus au fait de ce que tu veux faire, en tout cas. Tu sais ce que tu veux pas, et c'est ce que tu veux à peu près. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, tu as parlé dans le petit questionnaire que tu m'as fourni avant l'interview, de la technique des 8 pourquoi. Et tu m'as dit que ça Mhm. t'avait aidé à mieux te connaître et que ça t'avait aidé à Ça. trouver du sens dans ta vie pro. Et je sais qu'aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui cherchent ce qu'ils veulent faire. Ils ne savent pas du tout. Des fois, ils sont perdus. Ils ne savent pas si le problème, c'est le salariat, leur patron, leur entreprise. Donc, ça serait intéressant d'avoir ton avis sur quelle est cette méthode, comment tu l'utilises et qu'est-ce qu'elle a fait sur toi. Bah, pour être un petit peu plus clair, le 8P, en fait, c'est un outil qui vient directement du management cake. Je me suis très clairement inspiré de là. Et c'est en fait une méthodologie qui explique se poser la question pourquoi. En réalité, le vrai nom de cet outil, c'est 5P, mais l'entreprise dans laquelle j'ai le T ont poussé vers les 8 pourquoi. Donc, par exemple, pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Ou pourquoi je n'arrive pas à quitter plutôt l'entreprise qui ne me plaît pas? Ah, parce que j'ai la sécurité financière et je ne me sens pas assez à l'aise de ne plus avoir cette sécurité. Mais pourquoi tu ne te sens pas en cette sécurité? Parce que je n'ai pas assez d'épargne. Je n'ai pas assez d'argent de côté. Pourquoi tu n'as pas assez d'argent de côté? Parce que, en fait, chaque mois, je dépense plus que ce que je gagne ou Mm. je mets pas assez d'argent de côté, etc., etc. Jusqu'à, en fait, trouver la source profonde de pourquoi je n'arrive pas à quitter l'emploi à l'heure actuelle. Et c'est une méthodologie que je trouve très intéressante parce que ça nous oblige, en fait, à plonger un peu dans les abîmes de soi ou même d'une entreprise et en fait de comprendre la raison profonde. Et vu qu'à chaque fois, c'est une question ouverte, pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Bah, ça nous met dans nos têtes une petite curiosité. Et la petite curiosité, même si sur l'instant T, on n'a peut-être pas la réponse exacte ou qu'on n'en a pas du tout, en fait, inconsciemment, dans notre tête, il y a un petit truc qui tourne et qui tourne. Et à un moment donné, on n'y voit plus clair. Et pour faire que ce soit sujet de confiance en soi ou salariat ou entrepreneuriat, tout le temps se poser cette petite question-là, soit dans sa tête ou en posant un livre. En fait, ça te permet d'avoir une vision plus claire et de savoir à où je veux aller. Ouais, en fait, pour être sincère avec toi, je connaissais déjà les 5 P et c'est une Ouais. méthode que j'utilise aussi avec mes élèves, notamment quand quand on essaie de définir leur pourquoi. Tu vois, quand ils sont un peu démotivés, ils bossent avec moi, mais des fois, tu vois, il y a des gens qui ont des coups de mou. Ils ont du mal à comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Et comme je le dis souvent, l'argent n'est pas un moteur. L'argent, c'est, si tu veux, une conséquence heureuse dont on a tous envie. Mais travailler pour l'argent, c'est le meilleur moyen de ne pas réussir. Parce que tu es branché sur le résultat, et si les résultats n'arrivent pas immédiatement, ou même si un jour ils baissent,
toute ta motivation s'envole. Voilà, c'est tout qui tombe d'un coup. Donc du coup, je leur fais les 5 P et je leur demande, voilà, pourquoi tu veux faire ce projet-là? Alors ils commencent par, je veux gagner de l'argent. Et je dis après, pourquoi tu veux gagner de l'argent? Et au fur et à mesure, on arrive à trouver un vrai besoin de profond, tu vois, que ce soit un besoin de reconnaissance, ou un besoin d'aider, ou un besoin d'être utile, tu vois, il y a plein de besoins différents. Mais il faut vraiment identifier le pourquoi profond. Et je pense que ta technique des 8 P, alors bon, du coup, il y a plus de P que du mien. Ouais. Mais voilà, en tout cas, disons que je comprends bien l'intérêt et je le recommande aussi aux personnes qui veulent comprendre pourquoi ils font tel comportement, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Ça peut vraiment les aider à en savoir plus. Mais par contre, ça demande de faire preuve de franchise. Oui. Et ça, soit parce qu'on ne se connaît pas soi-même, ou soit on se dit, ah non, c'est faux. Un peu les biais cognitifs en disant, ah non, en réalité, je ne veux pas gagner plus d'argent, je veux faire autre chose qui est au plus profond de soi. On se dit, ah, je veux bien gagner plus d'argent. Et c'est ça, pas qu'il y a un souci, mais faut faire preuve de franchise avec soi et se dire, ok, page blanche, arrêtons-nous un instant, qu'est-ce que c'est réellement? C'est ça. Et ça, c'est une bonne méthodologie, en même temps, je trouve, pour se remettre en question. Yes. Donc maintenant, on va parler un petit peu de tes projets. Donc tu nous as dit que tu faisais de l'investissement, un petit peu de coaching aussi. Dis-nous en plus, quels sont tes projets entrepreneuriaux aujourd'hui et tes investissements? Et dans quel but est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est pour avoir la liberté financière ou juste remplacer un salaire? Quel est le but derrière tout ça? Alors, le but derrière tout ça, c'est devenir libre financièrement, mais au-delà de devenir libre financièrement, c'est de gagner 10 000 euros net, on va dire, par mois pour en fait pouvoir voyager un peu partout dans le monde parce que j'ai une de mes passions qui est photographier et découvrir en fait de nouveaux paysages, que ce soit naturels, culturels ou autres. Et je trouve ça hyper inspirant de voyager parce que on fait de nouvelles rencontres et en même temps, on, on peut s'inspirer de l'environnement. Et c'est quelque chose que je trouve qui est hyper inspirant dans le sens où, dernièrement, en février, je suis parti en Suisse. Il y a réellement un décalage culturel. Rien que sur la route, en fait, on ressent que les personnes en Suisse sont beaucoup plus descendues. Pour faire un stéréotype, en France, c'est ah, il y a une ligne blanche, le mec devant moi, il m'énerve, on va le doubler quand même. Que en Suisse, c'est 50 km/h, on va à 50 km/h. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui vont, par exemple, rouler à 100, alors que c'est 50. Mais en fait, la proportion elle est hyper faible. En fait, voir que le mode culturel a un impact soit sur soi ou sur les autres, je trouve ça hyper inspirant. Et donc, je fais une activité indépendante, déjà pour aider les personnes à mieux gérer les finances, un peu le sujet sur toi, mais en fait, surtout de se libérer de ses propres problèmes qu'on peut avoir dans sa vie et se dire, je peux respirer. Et tu vois, ton site, c'est les3libertés.fr.com, je me rappelle .fr, c'est plus. ça. .fr. J'ai envie de porter, tu vois, vers les 5 libertés, en exagérant. Me fais pas concurrence. Ouais. Non, je ne te fais pas confiance. Mais pour donner un autre sujet en comparaison, c'est que au-delà de sujets comme le tien, financier, géographique et temporel, on oublie, du moins ça a été pour le cas, pour moi, je parle, liberté psychologique, liberté émotionnelle. Ça, je suis d'accord. Intellectuel, le fait d'être sentir à l'aise, pas stressé, c'est une liberté effectivement supplémentaire qui s'ajoute aux trois financières, géographiques et temporelles. C'est ça. Et ce que j'ai envie comme projet prochainement, c'est de créer, j'ai pas encore exactement réfléchi à comment je le ferai, mais créer et partager en fait ce qu'on n'apprend pas à l'école. Par exemple, connaissance en soi, estime de soi, confiance en soi, gestion des finances personnelles et des choses comme ça. Et parler de tous ces sujets-là qui, en fait, on se dit que ça a plus peut-être intérêt pour les jeunes ou jeunes adultes ou les jeunes actifs, mais en fait, durant toute notre vie, on peut être sujet des finances personnelles, sujet de la confiance en soi. Et par exemple, on a été en couple pendant, je sais pas, on va dire 10, 20 ans. Je pense plus aux personnes qui ont 50 ans, par exemple. Du jour au lendemain, ils se séparent ou alors ils deviennent divorcés. Reprendre leur vie de personnes célibataires ou même de divorcés,
bah, en fait, le sujet de confiance en soi, il revient là. Ouais, donc toi, tu veux en fait insuffler de la confiance en soi. C'est ça, en fait, ton sujet moteur. Au-delà même des C'est finances ça, personnelles. c'est ça. Et j'ai même envie de dire plus profond, c'est estime de soi. Et ces formations que tu as faites, elles étaient sur quel thème? Parce que tu en as fait, en fait, des formations sur ça? Ouais. Je fais en créateur ou suivi, tu veux dire? En créateur. En créateur, alors, pas sur le sujet de la confiance en soi, Ok. sur le sujet des finances personnelles. J'ai créé un site avec des articles de blog, etc., qui est en mon stand-by, mais que je vais reprendre. Ok. Et c'était sur ce sujet-là où j'ai fait des coachings. Et là, c'était plus pour mes camarades de classe ou des personnes que je connaissais, quoi. D'accord. Donc toi, aujourd'hui, tes projets, c'est créer un site d'infopreneur, donc en gros un site internet où tu te fais connaître grâce à un blog ou même des réseaux sociaux peut-être? Réseaux sociaux, en fait, j'ai testé. Et il me manquait quelque chose. C'est vraiment la spontanéité. C'est quelque chose que j'ai remarqué qui, même si sur les réseaux sociaux, on crée du contenu, en fait, j'ai envie de plus de spontanéité. On crée tout avant, et puis après, si on envoie des messages, j'ai envie que ce soit plus spontané. Donc, Ok. je me dis, réseaux sociaux, mais peut-être plus des streams, ou alors pendant les voyages, tu vois, rencontrer des personnes, poser des questions, et quelque chose comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres projets entrepreneuriaux que tu aimerais lancer à court, moyen ou long terme? Long terme, une marque de vêtements. Mais pas une marque de vêtements où c'est pas une critique, c'est juste perception différente. Pas une marque, par exemple, qu'on peut voir en POD, donc c'est de la print on demande, c'est de l'impression sur la demande. Bien sûr. Bah, créer vraiment une vraie marque. Un style, un univers en fait. C'est ça. Mm. Et pour faire un peu une transition personnelle, c'est que j'ai constamment recherché un peu de culture un peu artistique. J'ai même des bouquins, par exemple, sur des biographies, dont Christian Dior. Et en fait, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que lorsqu'on a un style vestimentaire, il y a une sorte d'expression de soi-même envers le monde. Et en même temps envers soi. Un peu une reconnaissance. Et c'est quelque chose que je veux faire transmettre un peu. On a notre propre style vestimentaire, mais en fait, c'est un peu un partage de soi vers le monde et envers soi. Et c'est quelque chose que je veux créer. J'ai pas encore trop d'idées, mais à long terme, ouais. Et avec un impact vraiment, avec les connaissances que j'ai dans le domaine textile aujourd'hui, de créer des fibres, donc à partir de tissus, mais qui soient beaucoup plus moins impactants, on va dire, au niveau de la planète. Ok. Tu vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que toi, t'es un gars qui a de l'ambition, en fait. C'est que t'es un bosseur, ça se voit. Tu me parles de toutes les expériences salariées que tu as eues qui sont négatives. Ben justement, en fait, ce qui est beau, c'est de voir qu'en fait, tu recules pas face au challenge de créer une marque, encore moins de servir tes convictions personnelles, notamment l'écologie, tu vois, le fait d'être voilà, respectueux de l'environnement par la marque que tu vas créer. Ça fait pas peur, tu vois. Et c'est souvent ce que je remarque avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des gens qui me disent ouais, je déteste travailler, j'en peux plus, je veux plus travailler, ok. Et quand ils créent un projet et qu'ils voient qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils aiment ce qu'ils font, bah, les mecs ils travaillent presque 2 fois plus que quand ils sont salariés. Mais si tu veux, le travail devient une passion. C'est un petit peu mon cas en réalité. C'est-à-dire que je dis souvent que je travaille moins, ce qui est une réalité, parce que par rapport à voilà, je me prends des jours de congé quand je veux, je pars en vacances quand je veux. J'ai un mode de vie qui est plus doux. Je me suis levé à 10h du matin, tu vois, aujourd'hui, pour l'interview à 11h. Donc c'est bien pour moi, tu vois, je suis pas stressé. C'est un peu tranquille, tu peux planifier comme tu veux. Si tu as envie de regarder le série tard le soir, tu te lèves plus tard le soir. Exactement, c'est ça. Donc ça, c'est un gros avantage, mais dans le sens où je travaille quand même beaucoup, mais c'est pas forcé, tu vois. Je suis pas là à me dire, ah, il faut que je fasse tant d'heures. Je le fais parce que j'adore ça, parce que c'est mon business, parce que voilà, c'est un truc que j'ai créé, que j'ai envie de faire perdurer. Pour toutes les raisons qui sont. Le fait que je sais que ça aide des salariés, qu'il y a des salariés qui ont déjà quitté le salariat grâce à moi. Donc tu vois, tout ça, c'est très égoïste, mais c'est aussi très formateur, tu vois. Ça te construit, ça te nourrit, en fait. Et les projets que tu vas créer autour, justement, et dont le tien, celui sur la marque de vêtements, ou même le business que tu as fait là sur les finances personnelles, je trouve que c'est super intéressant parce que voilà, on sent que ça t'intéresse, que ça te passionne, et je pense que tu travailleras volontiers sur ça, quoi. Bah, je sais pas qu'est-ce que c'en est pour toi, John, mais quand j'apprends un nouveau domaine, que ce soit par un bouquin, une formation en ligne ou connaître du genre, bah, j'ai systématiquement envie de le partager. Mais même pas, tu vois, penser financièrement. Pour moi, c'est une continuité pour faire mieux, mais de partager. Et je trouve dans l'entrepreneuriat ou l'infoprenariat, ou mais n'importe quel mot derrière, il y a l'envie de partager quelque chose. Ça, c'est vrai. Donc, ne pas attendre
un peu que ça vienne vers nous, mais de le partager et de le donner un peu. J'ai une de mes connaissances en ex-camarade de classe, pour être plus précis, qui, elle, je sais, a envie d'entreprendre, mais elle dit, ah, je ne peux pas entreprendre parce que pour moi, je ne pense pas à l'argent, je pense à donner. Et c'est un peu aussi la philosophie que j'ai et qui me freine en réalité, si je veux être complètement sincère. Mais je me dis, si tu as envie de donner, au bout d'un moment, de toute façon, les autres vont aussi te donner. C'est du win-win. Il ne faut pas se limiter en se disant, ah, c'est parce que je suis salarié aujourd'hui que je n'ai rien entrepris, que demain, je ne pourrai rien entreprendre. Et dans formule de entrepreneuriat, je pense souvent à gagner de l'argent, mais il y a aussi entreprendre Oui, sa propre vie. t'as raison. En fait, souvent, je remarque plusieurs choses. C'est que la plupart des gens qui gagnent de l'argent sur Internet sont des gens qui ne cherchent pas à en gagner. C'est hyper contre-intuitif de dire ça. Et je sais que moi aussi, quand on me l'a dit, j'ai dit, mais n'importe quoi, pour gagner de l'argent, il faut le vouloir. Mais en fait, plus tu vas être dans une démarche sincère de vouloir donner, de vouloir partager, et vraiment d'y mettre tes tripes sur la table, plus ça va être facile de gagner de l'argent. Alors que si tu le fais pour gagner de l'argent, même si tu donnes quand même, ça va pas être totalement sincère, ça va pas être totalement débridé, et les gens vont le sentir. Et en fait, c'est ça le gros plot de l'histoire, c'est que si tu veux gagner de l'argent, faut pas essayer d'en gagner, faut juste vouloir entreprendre. Et je sais pas si c'est ton cas, Valentin, mais de ce que tu me racontes, je pense que oui. C'est que tu as toujours voulu faire ça, en fait. Tu as toujours voulu partager, créer des projets à droite à gauche, même si c'était pas entrepreneurial, tu vois. Mais en général, les gens qui veulent être entrepreneurs, c'est des bidouilleurs dans l'âme. Ils font plein de petits trucs à droite à gauche. Ils se contentent pas du salariat ou de l'école ou de tout ça. Bah, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et pour donner un exemple qui peut paraître complètement anodin, mais exemple d'une cafetière. On a une cafetière qui, en fait, évacue énormément de vapeur d'eau. Et juste au-dessus de la cafetière, il y a quoi? Il y a un meuble, mais qui est en bois. Et je vois que l'humidité elle va sur le bois. Au bout d'un moment, le bois, il n'est pas content, il va gondoler. Systématiquement, je suis allé chercher en me disant, quelle solution il peut exister? Ah, déplacer la cafetière? Non, j'ai pas envie, ça va me trop casser mes habitudes. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? J'adore boire du thé. J'ai pris en fait une boîte de carton de thé et j'ai pris une feuille d'aluminium et j'ai scotché en fait l'aluminium et le carton pour que en fait ça bloque l'humidité et que ça aille pas directement sur le meuble et que ça le repousse en fait vers le devant de la cafetière. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pour les autres, ça ressemble à rien, mais c'est créer quelque chose. Oui, en fait, là, c'est la mentalité ingénieur, quoi. S'il y a un problème, Ouais, une un peu, solution, peu importe si elle fonctionne, si elle est belle ou pas, surtout, c'est tant que ça voilà. fonctionne, c'est bon, en fait. Et c'est vraiment dans cette philosophie-là de peut-être aujourd'hui, je pense soit à une femme, par exemple, qui maquille. Ah, je n'ai pas de créativité. Pourtant, elle doit se maquiller peut-être en trouvant de nouvelles idées chaque jour, nouvelles façons de maquillage ou nouveaux outils. C'est une forme de créativité, une forme de entreprendre. Pareil pour un mec, un peu cliché pour les voitures, mais si aujourd'hui tu sais que tu vas pas avoir de carburant, tu vas quand même créer et trouver des solutions pour trouver du carburant le plus tôt possible, quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse de savoir un petit peu par rapport à toi, c'est... J'ai l'impression que dans ta vie, enfin, en tout cas, ce que tu m'as raconté avant l'interview, c'est qu'il y a eu pas mal de souffrances, peut-être même dans l'enfance, tu m'as parlé d'un traumatisme. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quel a été ce traumatisme et de comment tu as transformé cette ou ces douleurs, je ne connais pas toute ta vie, donc je vais me dire, en apprentissage. Comment ça t'a forgé, comment tu es devenu l'homme que tu es aujourd'hui, à cause ou grâce de ces expériences négatives. Pas de souci. Est-ce que sur le formulaire, je t'avais partagé un traumatisme précis ou je t'ai juste parlé global? Je me rappelle. Tu m'as parlé d'une pièce de théâtre, mais après, je ne sais pas si c'est celui-ci ou pas. En fait, j'appelle ça traumatisme, mais je ne sais pas si c'est le bon mot ou pas, mais pour donner un exemple, à l'heure actuelle, ça fait bientôt 2 ans que je vois une psychologue, psychothérapeute. Pourquoi? Pas parce que j'ai des problèmes, on va dire, je suis fou ou des choses comme ça. C'est pas la perception qu'on peut avoir souvent un peu de domaine psy, mais c'est pas le cas. C'est que depuis tout petit, je ressens une souffrance. Et là, c'est un sujet personnel, familial. En fait, il y a un peu un décalage entre mes parents et ma famille. C'est que quand je voulais communiquer quelque chose, derrière,
soit ma famille comprenait pas, ou soit c'est moi qui comprenais pas quand eux ils communiquaient. Et même pour donner un exemple plus précis, le soir, à un repas, en fait, on va pas communiquer, on va regarder la télé. Ou quand on va communiquer, il y en a qui dit chut. Et en fait, il n'y a pas de communication réelle. Et moi qui est une personne qui adore partager, comprendre les autres personnes, bah, en fait, j'ai toujours souffert de un peu ce manque de communication. Et je me suis dit, au bout d'un moment, Valentin, faut arrêter de déconner, tu souffres, va voir un professionnel. Et pour faire le lien avec ce traumatisme de la pièce de théâtre, c'est que à cette époque, je devais avoir 8, 10 ans, quelque chose comme ça, l'époque de primaire. Il y avait une pièce de théâtre qui était organisée par l'école et j'ai plus tous les souvenirs en tête, mais j'étais malade, mais comme pas possible. C'était littéralement, je suis déjà blanc de peau, mais là j'étais Gasper, j'étais transparent et en fait, déjà la pièce de théâtre, je ne voulais pas la faire. Bon, tout le monde le fait, mais t'es un gosse, tu fais un peu ton caprice, voilà. Mais c'est surtout que j'étais tellement pas bien qu'en fait, je n'en pouvais plus. Ça faisait plus d'une semaine et demie. Il me semble que j'étais allé voir un hosto avec mes parents, plus des médecins. J'étais sous traitement. Et même quand je suis arrivé à la pièce de théâtre, en fait, les instituts de l'époque m'ont dit, est-ce que tu es sûr, Valentin, tu veux le faire? Et ils m'ont directement posé la question. Et mes parents m'aiment beaucoup. Mais à ce moment-là, en fait, je ressentais tu es obligé de le faire, Valentin. On s'en fout de ton opinion. Et j'ai ce souvenir en tête pendant la pièce de théâtre, de mes parents voir sourire et les autres parents voir sourire aussi, alors que moi, j'étais là, le seul envie que j'avais, c'était de quitter le plus rapidement possible. À l'intérieur, j'avais des larmes, mais à l'extérieur, en fait, je souriais. Et c'est un traumatisme qui m'a suivi mais pendant des années et qui me suit encore un peu aujourd'hui. C'est que bien souvent, je suis une personne qui sourit de l'extérieur, mais à l'intérieur, qui sourit pas. Et c'est un peu un partage de vie que j'ai à ce niveau-là. C'est un peu prétentieux et orgueilleux, mais quand on arrête de communiquer, en fait, on se crée du mal-être avec soi-même, mais aussi avec des autres. Et même si ça peut faire peur, même si on a peur de leur jugement, d'être blessé, n'importe quoi, en fait, il faut quand même le faire parce qu'au bout d'un moment, ça crée plus de souffrance que ce soit pour soi ou pour les autres. Et c'est un peu pour les relations de couple dans ce domaine-là, c'est si on ne communique pas, l'autre ne peut pas savoir. Bien sûr. Et c'est un peu cette philosophie-là que j'ai actuellement, même si je n'ai pas envie de communiquer, même si j'ai peur, par exemple, de le ressentir, de les blesser de l'autre, mais qu'il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas cet effort de aller vers l'autre, l'autre ne veut pas aller vers toi. Et surtout, tu ne t'apportes pas d'attention, donc tu t'apportes pas d'amour. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça t'a... alors, ça t'a appris une leçon de vie. Dans le domaine professionnel, est-ce que ça a eu un impact, cette Ouais, expérience? alors très clairement, pour faire un peu une transition dans le domaine de la qualité, donc les expériences alternances que j'ai pu faire, qualité, on se dit satisfaire le client, mais on ne pense pas que pour satisfaire le client, c'est forcément comprendre le client ou communiquer avec lui. Et en fait, dans le domaine de la qualité, on peut se dire c'est la technicité qui importe plus, mais en réalité, c'est la communication. Si tu ne communiques pas en interne ou en externe, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Tu auras beau avoir un meilleur process, ça ne marchera pas. En fait, il faut comprendre l'autre et comprendre soi-même et communiquer. Et c'est que ce soit dans la vente, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans le logistique ou même en dehors cercle pro, même perso, en fait, si tu communiques pas, tu as l'information, l'autre personne a l'information, mais il y a une distance. La communication, et en fait, ton courtier, si on parle d'investissement, ou j'ai pas le mot qui vient en tête, mais la personne qui va communiquer, si ta parole, ton écriture, ou même tes regards, juste le fait de dire là-bas, tu communiques. Et c'est vraiment le sujet important, communiquer pour que ça aille encore plus haut. Ok, donc la communication pour toi, c'est vraiment la clé de tout, autant au niveau professionnel que personnel. Ça te permet d'éviter les problèmes et surtout j'imagine, de ce que tu m'as raconté comme expérience, aussi de faire un petit peu les choses que tu as envie de faire. C'est-à-dire que si par exemple, parce que c'est un effet en fait secondaire de la communication, si tu n'as pas envie de faire cette pièce de théâtre, admettons, si tu l'exprimes clairement, peut-être que tu ne la feras pas. Alors que si tu ne dis rien, ça va juste te bouffer de l'intérieur et ça va te dévorer, quoi. Pour donner un autre exemple, avec la pièce de théâtre,
Moi, je me rappelle dans mes souvenirs, je sais pas si c'était physique ou dans ma tête, mais tu sais faire le mouvement en arrière comme tu vois dans les dessins animés. Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. Hmm. Mais ça, c'est l'expression que j'ai faite. Est-ce que c'est réel ou pas? Je sais pas. Je pense que c'est plus sur le ressenti. Mais dans le domaine professionnel, c'est que si tu vas communiquer auprès de ton supérieur, aujourd'hui, je me sens pas bien. Je, j'ai envie de faire autre chose. Bah, potentiellement, ton patron va te rejeter, mais il, il y a aussi la possibilité de, d'accord, je vais t'écouter, je vais comprendre. Le patron, c'est, de toute façon, même si par défaut il y a quelqu'un qui va te rejeter, c'est dans son intérêt, j'ai envie de dire, que tu as un employé ou une employée qui est satisfaite, qui est C'est vrai. contente. Donc, c'est, on voit ça soit de manière hypocrite ou soit, on va dire, plus réel. Mais en fait, si tu communiques pas tes amphis, il peut pas le deviner ou alors il peut interpréter. C'est dans mon expérience professionnelle où ça s'est mal passé en licence, prestation de nettoyage, bah, je communiquais avec mon patron, bah, je me sentais pas bien. Je n'avais pas envie. Et il me disait, OK, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Que si j'étais resté dans mon coin, bah, en fait, j'aurais resté, mais là, complètement comme Ouais. ça. C'est un super conseil que tu nous donnes parce que vraiment, moi, enfin, je vois beaucoup de salariés qui me racontent leurs problèmes. Moi-même, j'ai été salarié et j'ai connu ces mêmes problèmes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on subit parce qu'on ne parle pas. Tu vois, les collègues qui vont te demander de faire les choses à leur place, tu vas pas oser dire non. Ton Ouais. patron pareil, te demander de rester plus tard le soir ou qui va te manquer de respect, tu dis rien. Toutes ces choses-là qui, en fait, parce que ça nous paraît compliqué de le dire, de l'exprimer, en tout cas de mettre des mots dessus, on va avoir tendance à ne pas le faire en se disant bon ben c'est pas grave, je vais prendre sur moi, mais ça finit par te bouffer. Et justement, je trouve que c'est une super leçon en fait de dire aux personnes qui nous écoutent de leur vie personnelle, mais bon ça à la limite ça les regarde, mais plutôt professionnelle, de dire les choses, de s'exprimer, de s'affirmer. Moi j'ai raconté que tu sais j'ai eu une expérience négative dans le salariat, vraiment très négative, burn-out, patron toxique et compagnie, qui m'a conduit à une période de chômage dans ma vie qui a été difficile à tenir parce que c'était vraiment du chômage forcé, tu vois, le chômage Oui. que tu as pour te Ouais, reconstruire en c'est fait. plus- Voilà, c'est pas le chômage, je dis ah, je vais trouver un nouveau taf, génial quoi. Voilà, donc j'ai vécu ça et l'expérience suivante, où j'ai été chef de projet cette fois-ci, ma dernière expérience, je me suis vraiment imposé avec mes patrons. Je disais les choses quand je voulais les dire. Des fois, ça faisait tiquer les gens parce que je disais ouais, moi, j'arrive le matin à 9h et je pars à 17h pile. Je te garantis que les patrons, ils étaient pas contents. Mais le fait de le Ouais. dire et de le faire, déjà, ça m'enlevait une charge émotionnelle, une Ouais. charge, tu vois, de stress qui est énorme. Donc ça, c'est un super conseil et je préconise à quiconque nous écoute justement de l'appliquer très rapidement. Faire une transition s'ils l'ont jamais fait, hein, on passe pas de je dis rien à je dis tout Ouais. toujours demain. Mais, Mais voilà, disons que c'est un bon conseil. bah, si pour rajouter un peu sur tes propos, c'est que je suis le premier à, on va dire, communiquer pas forcément de la bonne manière. Mais l'important, j'ai envie de dire, c'est pas de savoir comment je vais communiquer ou qu'est-ce que je veux communiquer réellement ou de quelle manière, si ça va être impactante ou pas impactante, mais surtout de le communiquer tout juste. Si au départ, on n'est pas une personne qui communique comme moi, ou que ça a potentiellement eu être pour toi ou pour d'autres personnes, bah, juste de dire, OK, aujourd'hui, je me sens pas bien. Ou se l'avouer, en fait, à soi-même, d'abord, bah, OK, aujourd'hui, je me sens pas bien. Hmm, Ou alors, c'est vrai. aujourd'hui, j'ai besoin de changement, et puis après, dire à l'autre. Si sur l'instant T, tu sais juste que tu as besoin de changement, mais tu sais pas quel changement, Exact. bah, OK, tu as d'autres personnes qui pourront t'aider, et même toi, écrire on appelle ça force habituellement gratitude, mais juste exprimer par écrit ce qu'on pense. On se dit que tout ce qu'on a en tête, bah, on sait, mais en fait, juste le poser, des fois, on découvre Ouais. des choses et on se dit, oh, c'est Oui, vrai. clarifier pourquoi on se sent de telle manière, pourquoi ça nous met dans l'inconfort. C'est vrai que ça aide vraiment à aller plus vite parce que si tu es juste mal et que tu dis bon ben c'est le salariat point barre, je sais pas d'où ça vient, c'est pas facile hein, de trouver pourquoi, Ouais. mais le fait d'essayer, il faut au moins essayer de faire l'effort, tu vois, de comprendre. Sinon, Juste essayer, j'ai envie de dire. oui c'est ça, parce qu'après tu finiras par l'avoir la réponse, on l'a toujours au final. Mais voilà, il y a des gens ils vont mettre 1 an pour l'avoir, ils vont mettre 2 jours. C'est toujours pareil, c'est que ça dépend à quel niveau tu es, tu es connecté à toi-même à quel niveau à quel niveau tu as fait des expériences aussi parce que on n'apprend pas que par le savoir mais aussi par l'expérience. Il faut tester des choses pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Tu vois, si aujourd'hui tu es si sûr de toi dans ton parcours, même si tu es quand même au début, tu vois, c'est parce que tu as testé des trucs que tu voulais pas. C'est ça. Et
même dans les choses qu'on a envie de faire, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, que ce soit dans n'importe quel poste ou même dans les relations, n'importe quel type. Il faut se connaître un peu soi-même. Et pour donner un exemple personnel, c'est que je sais que le soir, j'ai envie de bosser. Et au plus profond de moi, le soir, c'est divertissement. Donc je me dis, au lieu de regarder une série bête et méchant en restant complètement passif, bah, je vais lire 15 minutes ou même 5 minutes. Juste, peut-être même 2 pages. Juste me dire dans ma tête, ok, j'ai fait l'action. Ouais, c'est les habitudes, en fait. Les habitudes. Mm. Et c'est quelque chose que je suis en train de découvrir à titre personnel maintenant, c'est les habitudes. Avant, j'entendais, ouais, les habitudes, c'est important, etc. Je me disais, mais ça vaut rien. Mais en fait, si, les habitudes, La ça discipline. vaut beaucoup. La discipline, Ouais, c'est la clé de tout business. Tous les gens qui pensent qu'ils peuvent devenir riches en claquant du doigt, ils se mettent le dos dans l'œil. Souvent, on a cette impression parce qu'on voit quelqu'un sur YouTube, on dit ah bah tiens, le mec, il a bien réussi. Tu vois, tu regardes Antoine BM ou tu regardes même des youtubeurs comme moi, hein, qui sont beaucoup plus petits, mais tu vois, tu te dis ah ben le mec, voilà, il a réussi, c'est facile. Mais en fait, ce qu'il voit pas, c'est que derrière, il y a 3 ans non-stop de travail, dans le sens où ça fait 3 ans que tous les jours, je fais une action pour aller dans mon business plus loin. Il y a des gens, au bout de 15 jours, ils abandonnent. Donc, il y a une vraie, effectivement, alors ça ne va pas rentrer trop dans le sujet, parce que sinon on va y passer 4 heures, parce que c'est un sujet très intéressant, les habitudes, mais tu vois, clairement, c'est ça qui fait un business, en fait. Hein. Il y a un dicton que j'adore qui dit que on surestime beaucoup ce qu'on peut faire en une journée, voilà, mais on sous-estime beaucoup ce qu'on peut faire en un an. Et tu vois, ce que tu dis, c'est que si tu lis 2 pages par jour, tu peux lire 2 livres par an, quoi, peut-être. ouais, c'est ça. Tu vois. Et j'ai même envie de l'étoffer, c'est le matin, quand tu te lèves, si tu te lèves et tu dis, ah, je ne suis pas capable de le faire, juste de me lever, en fait, obligatoirement, dans ta journée, tu vas partir dans le sens négatif. Que si même si tu n'y crois pas au départ, de dire, ah, je vais être joyeux aujourd'hui, ou je vais être capable, bah, pas forcément tout de suite ça va le faire, mais petit à petit, ça va marcher. Et c'est, comme tu as dit, on voit pas l'image de l'iceberg. On voit que ça, alors qu'en réalité, il y a tout ça derrière. En fait, tu parles de prophétie autoréalisatrice, quoi, globalement. Oui, Ouais. En fait, c'est que si tu te conditionnes pour réussir, tu vas réussir. Effectivement, si tu te dis dès le matin, ouais, je vais pas y arriver, tu es sûr que déjà ta motivation sera pas là, tu seras pas capable d'y croire, en fait. La confiance en soi, c'est important, tu le dis toi-même, hein, dans l'interview, c'est que c'est peut-être la clé même pour y arriver. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des excuses qui sont objectivement fausses. Hein. Moi, je vois des gens qui me disent j'ai pas le temps, mais quand je décortique leur emploi du temps, ils ont le temps. C'est juste qu'en fait, ils n'ont pas été assez honnêtes avec eux pour voir que c'était pas un problème de temps, mais que c'est un problème de motivation, un problème d'alignement, tu vois, toutes ces choses-là, en fait, qui sont des vrais problèmes, hein, mais qui sont pas exactement ceux qui veulent mettre en avant. Et d'ailleurs, je constate que beaucoup de gens ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, parce que c'est plus facile de trouver des excuses que d'affronter le réel problème. le réel, ouais. Qu'on veut pas voir parfois, ou même, là, je vais faire une transition un peu avec les relations de couple, mais des fois, j'espère que ça ne t'est jamais arrivé, mais tu vois qu'une personne t'a trompé, et tu dis, non, elle m'a pas trompé, j'ai Ouais. confiance. Mais en fait, au plus profond de toi, elle t'a déjà trompé, et tu le c'est sais, et pénible. tu veux pas t'avouer. Voilà. Et c'est pareil, pour revenir un peu sur ton sujet des temps libres, de est-ce que j'ai le temps ou j'ai pas le temps. En général, en fait, on a le temps libre, comme tu as dit, sauf que on l'occupe par plein d'autres choses, dont les réseaux sociaux. C'est vrai, exactement. Et il y a des gens, ils passent 3 heures sur Netflix et sur TikTok tous les jours, mais ils n'ont pas le temps de bosser. Alors après, qui me disent qu'ils ont... Ben voilà. Après, qui me disent qu'ils n'ont pas l'énergie de le faire, je l'entends, parce que c'est vrai qu'après une journée de travail, trouver l'énergie d'aller bosser sur des projets, c'est pas évident, je le reconnais. Mais justement, c'est là en fait où on peut faire le lien avec tout ce qu'on s'est dit, c'est que les habitudes servent à ça. Tu vois, même si tu bosses une demi-heure après le boulot tous les jours, c'est mieux que de ne rien faire ou que de bosser 2 heures dans la semaine, à la fin du week-end. Parce que vu que tu en fais un peu chaque jour, tu mets à chaque fois un pas. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai quitté le salariat et que je voulais lancer les 3 libertés, j'avais une seule mission par jour, une et aucune autre de plus, c'était créer une vidéo par jour. Et c'est ce que j'ai fait. Créer un contenu, que ce soit un article de blog, une vidéo, peu importe, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses une action qui va vers ton objectif. À cette époque, je voulais être plus connu, attirer une audience. Donc, je me disais, quel est le meilleur moyen d'attirer une audience? YouTube, donc fais une vidéo par jour. Ça me prenait à tout casser 2 heures par jour. C'était pas mal quand même. Mais c'était pas non plus la mer à boire.
je pouvais le faire en rentrant du boulot ou même m'avancer au boulot, commencer à écrire mon script, tu sais, pendant que j'étais salarié. Voilà. Et du coup, après, ben, j'avais une vidéo par jour qui sortait. Et après, ben, ça m'a permis de me propulser. Ouais, je sais pas pour toi comment tu t'es organisé pour tes vidéos, mais en tout cas, c'est déjà hyper bien ce que tu faisais. C'est quand moi je voulais créer les articles de blog, c'est que pareil, pendant la pause de midi, bah, je réfléchissais dans ma tête, bah, qu'est-ce que je voulais faire. Et puis, si j'avais mon téléphone ou si j'avais un morceau de papier à côté, je mettais les mots-clés juste derrière. Et puis après, le soir, soit quand je roulais ou soit quand j'étais dans les transports en commun, je me disais, ah, comment peut penser l'autre personne? Quels besoins, etc. C'est pas forcément les bons besoins. Je me suis rendu compte que c'était souvent pas le cas. Mais juste le fait de chercher à savoir comment l'autre ressentait ou voulait, en fait, on se mettait plus à la place de l'autre et on comprenait mieux l'autre. Exact. Et ça, c'est super important, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Voilà, la question que je voulais te poser, alors je vais revenir en arrière. On a parlé de tes investissements, mais finalement, on n'est pas allé au bout de la question. Donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu de comment tu investis, quelle est ta stratégie, dans quel but tu fais ça, pour un peu comprendre ton mindset et tes objectifs. Pour mieux moi, comprendre l'investissement, ma vision de l'investissement, je vais repartir un petit peu sur le tout début. C'est que en fin 2020, bah, après que je me suis retrouvé sans école, sans patron, avec crise de Covid, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma situation? Je savais pas quoi. Et je me suis dit, bah, la meilleure solution, c'était de lire. Alors, en réalité, je déteste lire, mais je me suis dit, c'est ta meilleure solution. Tu as le cerveau des autres personnes et en même temps, tu peux apprendre. Bon, why not? Et j'ai pris, je pense que ça va parler beaucoup à ton audience, c'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Connu, Et très connu. très connu. Et en fait, quand je l'ai lu, comment expliquer cette sensation? Mais c'est réellement, alors, rien n'est possible. Ah, tout est possible. Ça a, en fait, radicalement changé ma perception du monde. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ah, je peux peut-être changer ma vie et entreprendre d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, dans ma tête, je n'avais pas de temps disponible, alors que j'en avais, mais je ne voulais pas faire les efforts, honnêtement. Et quand je me suis un petit peu intéressé sur les moyens de faire de l'argent, j'ai vu investissement passif, revenu passif. Je me suis dit, ah, je peux gagner de l'argent sans rien faire. Et voilà. Et je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Et j'ai commencé à m'intéresser. Et au-delà de l'investissement pur, par exemple en bourse, ou de l'immobilier ou des choses comme ça, je fais qu'en bourse, principalement, plutôt, je me suis dit, ah, il y a une philosophie de vie derrière. Au lieu de se concentrer que sur l'instant présent et à vivre facilement aujourd'hui et vivre une vie difficile par la suite, bah, de vivre peut-être un petit peu plus difficilement aujourd'hui, mais avoir une vie un petit peu plus facile demain. Et ça m'a intéressé dans ce sens-là, et je me suis dit, ok, bah, je vais investir. Et j'ai commencé l'investissement avec la bourse en ouvrant un PEMA, c'est un plan d'épargne d'action, donc c'est une niche fiscale. Je ne sais pas si tu veux que je précise plus pour d'autres personnes. Non, pas spécialement. En gros, c'est juste, tu peux investir en bourse avec ce truc-là et tu payes moins d'impôts à la sortie sur les plus-values. Voilà, c'est simple en fait. C'est exactement ça. Et j'ai commencé à investir. Et aujourd'hui, on dit souvent, ah, investir en bourse, c'est risqué. Ou alors, ah, je ne peux pas gagner d'argent, etc. Bah, aujourd'hui, j'ai la stratégie des actions à dividendes. Dividende, c'est un revenu. Action, c'est titre de propriété. C'est comme si tu as une maison, bah, tu es propriétaire de la maison, par exemple. Bah, là, tu es propriétaire d'une part de l'entreprise et l'entreprise te reverse des dividendes, donc un revenu, chaque mois, chaque année ou autre. Bah, aujourd'hui, je suis en termes de performance dans mon PEA à plus de 23% et par mois, je perçois entre 2 euros jusqu'à 30 euros, si je dis pas de bêtises, ou 27 euros, quelque chose comme ça, par mois. Et donc, à la fin de l'année, je vais regarder, là, il y a 2 semaines, il me semble que j'avais perçu 190 euros, quelque chose comme ça. C'est quand même 190 euros de plus de revenus. Et surtout, c'est des revenus que moi, à l'heure actuelle, je ne touche pas parce que j'ai l'objectif dans l'investissement de, OK, me créer un revenu complémentaire, mais c'est plus la vision long terme. Pour moi, aujourd'hui, c'est de faire augmenter ce que je possède aujourd'hui. Oui, tu vas augmenter ce chiffre en fait. 190 va devenir 300, puis 500, puis 1000. Et de toute façon, en fait, finalement, la liberté financière, enfin en tout cas philosophie qui se cache derrière, c'est aussi une philosophie de frugalité.
que tu connais probablement. Ouais. Ouais. Je partage ça et même pour donner un exemple très bête, c'est un style de vie, mais au niveau de la conduite, ça peut être très con, ce que je vais dire comme exemple, mais au niveau conduite, j'accélère en général fort, sans être dangereux, et je relâche les gaz bien avant les virages ou un rond-point, quelque chose comme ça. Et je m'inspire en fait du sport automobile, là, très clairement. Pour faire ça, c'est lift and coast. C'est pour économiser du carburant, tu relâches un peu les gaz. Bah, au final, avec ma voiture, en moyenne, tout le monde fait 800, 850 km. Je fais 1000 bornes. J'économise à chaque fois avec un plein 150 km. 150 km, 300, 450. Et donc, ça te fait des économies. Ouais. Ouais, en fait, voilà, frugalité, c'est vraiment pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment le côté dépenser le moins possible pour avoir une vie très correcte, en fait. Hein. Le but, c'est pas de se priver, de vivre mal ou quoi. Hein. C'est vraiment de se rendre compte que l'argent ne fait pas le bonheur et donc de pas chercher à avoir, par exemple, quelqu'un qui serait pas frugal, il va remplacer sa voiture tout à fait correcte par une voiture BMW, Audi 2 fois meilleure, alors qu'il n'en a pas l'utilité. Un mec qui va être pas frugal, c'est quelqu'un qui va se payer un appartement 800 € pour 60 mètres carrés pour tout seul, alors qu'en fait, il pourrait avoir 400 pour 30 mètres carrés, par exemple. Voilà. Et donc, 30 mètres carrés suffit largement pour vivre quand on est seul. On n'a pas besoin d'avoir 60, 70, 80, etc. Voilà, donc c'est vraiment une philosophie de vie qui va bien avec les revenus automatiques parce que, comme le dit Valentin, effectivement, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie avec les dividendes, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie avec l'entrepreneuriat, les petits projets rentables, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui gagnent juste 300, 400, 500 € par mois. Et donc, si tu veux atteindre la liberté financière rapidement, il vaut mieux avoir 1000 € à remplacer parce que tu as un mode de vie frugal que de remplacer 5000. Parce que remplacer 5000, ça va te prendre 7, 8, 9 ans. Enfin, je dis ça au pif, hein, ça dépend ce que tu fais, mais si tu veux remplacer 1000 €, ça te prendra 1 an ou 1 an et demi. Et tu vois, pour complémenter un peu ce que tu viens de dire, c'est si aujourd'hui les personnes veulent entreprendre, mais qui ont peur ou qui hésitent, ce qui est tout à fait normal, et pour rejoindre un peu la frugalité, c'est se dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des vêtements que je n'utilise plus et que je pourrais vendre, ou même donner à quelqu'un, si on ne se sent pas à l'aise pour vendre ou qu'on pense que c'est pas possible à vendre. Juste faire cette démarche de, j'essaye de vendre ou de gagner de l'argent autrement qu'un salaire, juste de faire ça, ou louer par exemple des objets, je pense aux caisses à outils, ou vendre sa caisse à outils qu'on n'utilise plus depuis des années, ou son vélo, bah juste, c'est peut-être pas régulier comme revenu, mais c'est quand même un revenu. Oui, surtout que la frugalité passe par le minimalisme. Donc, si tu te sers plus de ta caisse à outils, effectivement, vends-la. Si tu te sers plus de ton pantalon que tu n'as pas mis depuis 10 ans, bah, même chose, en fait. Voilà. Ça sert à rien de le posséder pour le posséder, en fait. Moins t'en as, des fois, on a l'impression qu'il faut plein de meubles, plein d'objets pour être riche, avoir l'impression de l'être. Mais en fait, on s'en fiche. À partir du moment où tu as ce dont tu as besoin et que tu es dans le confort, tout le reste est superflu. Et surtout, des fois, on se dit que en faisant ça, on va être moins dans le confort, alors que en vendant la caisse à outils qui prend de la place, au final, ça va être plus confortable. C'est exactement ça. Bon, je vais finir avec une question, Valentin. Quel conseil tu donnerais, rapidement, hein, on va finir vite, à quelqu'un qui est bloqué par la peur du jugement des autres et qui a du mal à se lancer dans l'entrepreneuriat pour diverses raisons, la peur de l'échec ou autre? Qu'est-ce qui t'a, toi, aidé à surmonter ces peurs et ces blocages? Pour la peur de l'échec, c'est une citation qui m'a beaucoup inspiré. C'est, attends que je la reprenne correctement. Ce qui compte, c'est pas le nombre d'échecs, ce qui compte, c'est la magnitude de tes réussites. Les échecs ne sont pas retenus envers toi. Donc, très clairement, tu auras beau être, par exemple, dans le sujet de la séduction, rejeté 10 000 fois. Bah, il suffit que tu trouves la personne que tu veux, la femme ou l'homme que tu veux, ça fera tout. Si tu veux vendre ta caisse à outils et que tu échoues 10 fois, 15 fois, etc., bah, du moment que tu auras réussi, bah, c'est parfait. Et c'est vraiment plus se concentrer sur le process, le chemin, comme quand tu vas te balader dans la rue, si tu aimes bien faire ça, ou lire un bouquin si tu aimes faire ça, pas regarder le résultat à qu'est-ce que je vais obtenir à la fin, mais regarder plutôt qu'est-ce que j'ai envie de voyager, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là et profiter plutôt du chemin à ce moment-là et non plus à penser au gaz ou au qu'on peut avoir dans le futur en se disant
merde, je vais recevoir les critiques, je vais recevoir les échecs, etc. Et les échecs, c'est réellement pas, soit ça fait partie de sa vie, mais l'échec ne te définit pas. C'est plutôt, j'ai envie de dire, comment toi tu vas percevoir l'échec. Tout à fait. Bah, l'échec, pour moi, c'est OK, c'est épuisant. Personne n'a envie d'échouer. Tout le monde a envie de réussir. Mais si tu apprends, c'est pour faire un lien avec ma vie personnelle. Bah, j'avais pas envie de me retrouver un an avec un patron et une expérience professionnelle qui me dégoûtait aujourd'hui. J'ai subi ça très clairement. Ça a été un échec. Mais ça m'a appris quoi? Plusieurs choses. Que j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie aussi de mieux me connaître, gagner plus confiance en moi, mieux communiquer, chercher aussi à résoudre des problèmes, etc., etc. Il y a toujours dans l'échec des réussites. Tout à fait. Et je finirai avec justement une petite citation que j'aime bien sur l'échec qui dit que tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as rien perdu. Et c'est valable dans l'entrepreneuriat comme dans l'investissement. C'est-à-dire que pour ceux qui investissent en bourse, le SAFED ou les crypto-monnaies d'ailleurs, hein, si demain il y a une baisse, mais que tu ne retires pas ton argent, que tu ne vends pas tes actions, tu n'as pas perdu. Parce qu'en fait, demain, ça peut remonter. Et c'est un peu la philosophie qui se cache derrière l'échec, c'est que les gens disent « Ouais, j'ai échoué, ça n'a pas marché ». Moi, des fois, j'ai lancé des formations en ligne qui ont fait 0 vente. Mais 0. Tu vois? Mais j'aurais pu me dire, oui, j'ai échoué, je suis nul. Non, en fait, j'ai appris déjà que, un, ce type de formation ne plaisait pas. Donc, j'ai appris à connaître mieux mon audience. Et deux, j'ai pas abandonné. J'en ai refait d'autres des formations qui ont bien marché, voire très bien marché. Donc, finalement, est-ce que j'ai vraiment perdu? Bah non. J'aurais perdu si cet échec-là, enfin, j'ai fait un amalgame, mais le fait de ne pas avoir fait de vente, Cette expérience, voilà, cette expérience m'aurait fait abandonner. Là, ça aurait été un échec. Mais c'est pas le cas. Donc en fait, justement, il faut voir ça comme une aventure. C'est pas parce que tu vas, je sais pas, buter sur un caillou, sur un chemin en randonnée que tu vas arrêter la randonnée et rentrer chez toi. Tu vas continuer. Ben, c'est ça. En fait. et tu vois, pour compléter par rapport au jugement des autres, c'est que je suis en train d'apprendre, au coup, pour être complètement transparent là-dessus, mais c'est, par exemple, à la fin de cette interview, que ce soit toi ou moi, on pourra potentiellement avoir des critiques dans les commentaires. Mhm. Mais est-ce que cette critique, ou si la personne t'a jugé dans n'importe quelle forme, est-ce que ça t'a tué? T'es toujours vivant, donc continue. Oui, et de toute façon, les critiques sont plutôt une bonne nouvelle en réalité parce que quand tu te fais critiquer, c'est que tu génères des émotions chez les gens, qu'elles soient positives ou négatives. Ouais. Et de toute façon, c'est inévitable sur Internet de se faire critiquer. Donc à partir de là, au début, ça fait un peu mal parce que tu fais ouais, mais attends, mais lui il m'a critiqué machin. Et puis en fait, tu te rends compte que les gens qui critiquent, ils sont juste nés pour critiquer. Et que finalement, après, c'est presque une médaille en fait. Parce que tu dis, si tu te fais critiquer, c'est que tu as dit des choses assez, tu vois, subversives qui ont excité un petit peu les foules. Voilà, c'est ça. Et les gens, des fois, ils aiment pas. Tu sais, il y a des gens, des fois, c'est un truc, une petite anecdote que je raconte justement en prime avec toi. C'est que j'ai des gens qui m'envoient des mails, des fois d'insultes, mais vraiment. Hein, alors, et je regarde du coup leur profil, je me dis, mais qui c'est? Donc, je vais voir, je tape le mail dans mon logiciel de messagerie et je vois que la personne lit mes mails des fois depuis un an. C'est-à-dire qu'il a dû recevoir peut-être 40, 50, 60 mails de ma part. Et le mec, au 60e mail, il a pété un câble et il a dit, je vais l'insulter. Tu vois? D'accord. Mais il les a ouverts, il a cliqué, tu vois, c'est pas le mec qui a reçu en spam. Il les a ouverts, il a consommé le contenu. Et après m'avoir insulté, la personne est toujours là à continuer à me lire. Tu vois, c'est-à-dire que même pas, elle se désabonne en fait. Des fois, je me demande si la haine n'est pas de l'amour chez eux. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, j'ai envie de dire parfois l'amour, c'est la haine. Ah, mais je crois qu'ils me détestent, mais ils m'adorent à la fois en fait. Je sais pas parce que des fois, c'est moi qui les désabonne, tu vois, en fait, moi-même. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui, au bout du 30e mail, 40e mail, me dit j'en ai marre du tutoiement. Bah, en fait, ça fait 40 mails que je tutoie tout le monde et je tutoie tout le monde de toute façon, tu vois. Enfin, si t'aimes pas comment je parle, ne parle pas avec moi, tu vois. Enfin, personne t'oblige à lire ce que j'écris. Mais du coup, bah, moi, j'ai appuyé sur le lien des inscriptions de cette personne parce que je me suis dit, bah, attends, je vais l'aider, tu vois, vu qu'elle veut pas être tutoyée. Mais après, voilà, c'est que les critiques sont obligatoires, quoi que tu fasses, même auprès de tes proches, tu l'as dit tout à l'heure. Tes parents, ils vont te critiquer parce que tu quittes le salariat. Les autres salariés vont te critiquer parce que eux, ils n'ont pas eu la force, l'énergie, le courage de faire ce que tu as fait. Donc après, à partir de là, si tu te bloques à la première critique, tu feras rien, quoi. C'est ça, et j'ai envie de dire, qu'on soit salarié ou entrepreneur ou investisseur, n'importe quel titre qu'on a,
J'ai envie de dire, c'est pas le statut ou même ce qu'on peut attribuer derrière qui est le plus important. Si tu es salarié et que tu aimes bien être salarié, reste. Si toi, tu as aujourd'hui envie juste de gagner plus de revenus et que tu n'as même pas envie de créer une grosse activité derrière, bah reste salarié, mais créer en parallèle un petit quelque chose. C'est Et ça que je préconise. c'est pas, c'est pas 1 ou 0, ça peut être 0,7. On Exactement, exactement. On peut faire des choses à côté du salariat en attendant, et c'est comme ça souvent que je conseille de le faire, parce que se mettre au chômage, c'est une solution. Si tu as un plan pour l'être, pourquoi pas, à condition d'avoir un projet quand même stable et défini. Parce qu'être au chômage pour être au chômage, ça sert à rien. Mais voilà, et du coup, on peut trouver du temps libre dans son quotidien, à côté du salariat, pour essayer, se former, échouer, sans risque, ne prenant aucun risque pour ses finances, et donc avancer sur le chemin de la liberté financière. Tu vois, pour rajouter un point, c'est que même en étant au chômage, quelque chose que je connaissais pas, mais qui ont mis en place Pôle emploi et le gouvernement, et je suis le premier à critiquer Pôle emploi pour le coup, bah, c'est qu'ils ont mis un système qui s'appelle ActiveCrea. Et ActiveCrea, bah, en fait, ça aide les personnes à mettre en place leur projet, que ce soit entrepreneurial, indépendant, n'importe quelle forme, et donc d'être accompagné de A à Z. C'est pas Pôle emploi directement, c'est des conseillers qui le font. Et là, j'ai fait une rencontre avec une personne où, en fait, à la fin, on n'a pas du tout parlé de entrepreneuriat, on a parlé d'un autre sujet qui était plus en phase par rapport à ce que j'avais besoin à ce moment-là. Et ça m'a tellement éclairci sur le chemin que je sais, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux. Et donc, c'est également pas se fermer les possibilités en disant, ah, Pôle emploi, chômage, bah, alors je peux rien faire. Bah, en fait, il y a des solutions derrière. Et même s'il n'y avait pas ce système, bah, contacter par exemple sur LinkedIn ou avec d'autres personnes, des choses comme ça. Ok, donc merci Valentin d'avoir participé à cette interview et d'avoir partagé ton mindset, ton expérience personnelle, même d'ailleurs une des expériences intimes sur ton enfance, sur justement tout ce qui est autour voilà, des peurs, des souffrances, des blocages autour de l'entrepreneuriat et du salariat. Écoute, je te souhaite plein de courage et de bonheur pour tes projets, en espérant que tu augmentes tes revenus jusqu'à atteindre la fameuse liberté financière qu'on veut tous. Je te remercie beaucoup, Ivan, en tout cas pour cette interview. Et au-delà même, tu vois, de l'interview, ça fait du bien d'échanger et de communiquer comme on a pu parler au début et au cours de cette interview. Et surtout, parler, ça peut faire du bien. Exactement. Et d'ailleurs, voilà, écouter ce genre d'interview, c'est un moyen aussi de se sentir moins isolé de la masse de personnes qui ne pensent pas comme nous et qui nous entraînent. Voilà.